parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce de la série HO, saison 3, épisode 2, et oui, on est dans la nouvelle saison, il était temps avec de la nouvelle musique, une nouvelle manière de parler, beaucoup plus de blagues, d'humour, de choses intéressantes, de profondeur, de vérification journalistique de longue date, avec beaucoup de mois de travail, enfin bref, on a juste changé la musique, et on appelait ça une saison 3. C'est un petit peu l'arnaque, c'est comme ça YouTube, vous savez comment c'est, hein, on vous dit qu'en fait on n'a pas besoin d'être suivi, pas besoin de partage, pas besoin d'argent, mais en fait on espère qu'une chose, c'est que vous ne regardiez plus que nos vidéos les unes derrière les autres. D'ailleurs, si vous n'avez rien à faire de votre temps, vous pouvez tout à fait cliquer sur play sur mes vidéos, les laisser tourner quand je ne suis pas là, mettre juste repeat, et vous ferez un heureux. Voilà. Donc j'espère que vous suivrez pas ce conseil stupide, et je sais très bien que vous ne le ferez pas. Ça m'a fait vachement plaisir de tous vous savoir à me suivre par un million, et nous voilà donc partis pour Once Upon a Time de Quentin Tarantino. Il est sorti au cinéma le 14 août 2019 et je l'ai vu au cinéma en version originale. Mais en même temps, est-il encore possible de voir un film de Tarantino en version française en ce moment au cinéma? Honnêtement, hein, dans le cinéma où je vais, ou les cinémas où je suis allé ces dernières années pour voir les derniers Tarantino, j'ai, je crois, jamais vu la version française projetée. Alors peut-être que j'ai mal vu, mais il me semble que c'est devenu évident que les films de Tarantino doivent être projetés en version originale. Alors après, ça se discute parce qu'il y a d'excellentes versions françaises, mais dans l'idée, je pose la question. Candidement, est-ce que vous avez vu ce film en version française, ou un des derniers Tarantino en version française, honnêtement? Depuis, par exemple, Django. Rien que pour dire les 3 derniers. Bref. Donc je l'ai vu au cinéma en version originale. Tarantino, c'est un vrai sujet Tarantino, parce que j'ai jamais parlé de ces films avant, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je crois que à l'époque, il venait juste de sortir Django. J'ai vu The Hateful Eight entre-temps, je n'ai pas fait de vidéo dessus, parce que c'est délicat de parler de Tarantino, c'est compliqué. Des gens bien plus brillants que moi ont fait des vidéos brillantes, passionnantes sur lui, avec en tête l'inarrêtable In the Panda. Inarrêtable parce que, toujours à produire des nouvelles vidéos, et idées, et concepts. Ce mec est juste brillant, c'est flippant, quoi. Je vous conseille de mater notamment sa vidéo sur Tarantino, qui est très intéressante. Bon, il pose la question de savoir est-ce que Tarantino mérite vraiment la hype qu'il mérite. Bon, c'est peut-être pas une super question, mais la vidéo en soi est très intéressante, je vous la conseille. Et puis en plus, In the Panda, son pseudo est quand même vachement intéressant puisqu'il fait référence au viol de panda. Ouais, il y a un côté hardcore hipster, j'adore. Sans blague, c'est quoi ce pseudo en fait, In the Panda? Il est tellement perché que je ne préfère pas savoir comment il a été fait. En quelque sorte, le double sens zoophilique absurde me comble tout à fait. Donc j'ai pas envie de savoir, ne me dites pas dans les commentaires. Non. Bref, revenons-en à In the Tarantino, pour être clair et honnête. J'aime beaucoup ces films, mais je suis loin d'en être un spécialiste. Par exemple, pour vous donner une théorie de à quel point je suis perché, j'ai une théorie perso qui consiste à croire que Pulp Fiction est un film sur la découverte de Dieu, ou plutôt qui affirme la présence de Dieu. Oui, je sais. Ça semble perché, mais j'en suis convaincu. Je vous ferai un après le film sur Pulp Fiction pour expliquer mon délire sous salade de LSD, de GHB et un peu de vinaigrette pour faire passer le goût. Donc, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement ce que j'ai ressenti et ce que je pense de Il était une fois Hollywood. Et oui, pour une fois, c'est un excellent titre qui a été utilisé au Québec. Et pour une fois, en France, on aurait pu franciser ce titre. Ça aurait été tout à fait normal et respectueux. Mais vous voyez, c'est un Tarantino, on n'y touche pas. Ce serait dommage de changer un titre qui en français veut dire exactement la même chose. Bref, peu importe. Encore une fois, hashtag j'aime beaucoup les titres, hashtag j'arrête pas de bitcher sur les titres, hashtag faut que j'arrête avec les hashtags. Bref, pour vous expliquer ce que je pense sur ce film de Tarantino, sur Once Upon a Time in Hollywood, il faut que je spoil, donc je suis désolé, mais allez le voir avant. Sinon, je vais vous gâcher votre visionnage, mais grave, ce serait vraiment dommage. Et même si j'éprouve un certain plaisir sadique à vous ruiner un film de Tarantino, certes, c'est vrai que ce serait vachement classe, ce serait quand même dommage d'écouter cette review avant de l'avoir vue. Là, vraiment, pour le coup, cette semaine, exceptionnellement, comme avec mes vidéos avec images de ma série après le film, oui, vous n'avez jamais vu ma série après le film, il y a toute une playlist avec 4 vidéos dedans, une dernière vidéo sur Avatar de 40 minutes, dont je ne parle pas du tout dans chacun de mes podcasts, parce qu'elle n'a que genre 150 vues, peut-être même moins.
Bref, donc si vous avez l'occasion, allez la voir, il y a de l'image. Mais bon, il y a toute cette série-là, où je dis en général, la règle, c'est que vous ayez vu le film dont je vais parler dans la vidéo, avant de voir la vidéo. Et ben là, c'est un petit peu pareil pour ce podcast. Je serais très déçu de vous spoiler Once Upon a Time in Hollywood et quelques autres films de Tarantino. Donc allez le voir et revenez. Vous savez très bien que j'adore quand vous êtes là. Ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y et puis on vous attend. Bon, l'attente risque d'être longue, hein, parce que là, je vous préviens, il y a un trou de 3 heures dans le podcast, et puis je reprends après. Puisque le film dure 3 heures, à peu près, 3 heures, un peu plus. Non, je déconne, bien sûr, on va pas attendre 3 heures, on y va. Comme certains d'entre vous ont vécu dans des grottes, oui, les fameux appartements grottes, creusés à même les montagnes, sans wifi ou réseau, avec seulement l'eau froide, et qui vous permettent de vivre dans le confort du terroriste pourchassé par la CIA. Ah, les années 2000. Donc, comme certains d'entre vous ont été pourchassés par Kiefer Sutherland, vous ignorez certainement que Quentin Tarantino est le réalisateur qui, au début des années 90, sort un petit film très remarqué qui s'appelle Reservoir Dogs. Et ce premier film pose déjà les bases de ce qui deviendra le style Tarantino. Des séquences longues tendant vers le théâtre filmé, non pas parce que la caméra filmerait du théâtre, mais plutôt parce que les séquences sont longues. Ça demande aux acteurs de jouer longtemps, ou plutôt largement plus longtemps que la moyenne des plans de cinéma populaire. Sans compter, pour la petite parenthèse, que c'est plus difficile de tenir, car les mouvements à retenir durant ces séquences durent plusieurs minutes. Je marche là, je dis un truc, ensuite je fais ça, ensuite j'ai telle réaction, ensuite je bouge de côté, parfois il y a une cascade, parfois on change de truc, enfin voilà. Je vous conseille pour voir un très bon exemple de ça, le fameux plan de Django où Leonardo DiCaprio se blesse notamment à la main et où tous les acteurs continuent de jouer, c'est assez génial. Je vous laisse découvrir ce plan, c'est un vrai bonheur, et là on a vraiment l'exemple du théâtre filmé dont je parle. Sans compter que, pour la petite parenthèse, pour finir cette parenthèse, il faut filmer dans la durée aussi évidemment, donc ça fait de très longs rushs et ainsi de suite. C'est ça que je veux dire par théâtre filmé chez Tarantino, et non pas parce qu'il y aurait une absence de mouvement de caméra, ou que ce serait genre la caméra, le théâtre filmé à proprement parler. Pas du tout. Il y a aussi comme autre point du style Tarantino les dialogues qui digressent beaucoup et prennent leur temps, ce qui donne beaucoup de vraisemblance et de tension, pour peu qu'on sache bien le faire, et il se trouve que Tarantino, spoiler, sait très bien le faire. Il y a aussi dans son style la violence qui est débridée et qui claque par contraste avec un rythme tendu mais aéré. D'ailleurs, le ratio un petit peu du style Tarantino, c'est une mise en tension de à peu près 90% de la séquence pour une violence qui dure 5% et une résolution qui dure 5%. Grosso modo, c'est ça. Il sait vraiment très bien faire monter la tension, exploser de manière extrêmement forte pendant 5% du temps et résoudre 5%. Ce serait presque le ratio de la plupart de ses films, mais j'en reparlerai probablement après. Il y a aussi dans le style Tarantino la bande-son, qui est souvent composé de morceaux vintage, entre guillemets, avec une prédilection pour la période 60, 70 surtout, les années 80 aussi. Mais par contre, ces bandes-sons, ces chansons, elles sont souvent utilisées dans tout type de séquences. Il y a vraiment une utilisation très variée chez lui. Par exemple, c'est pour marquer l'époque, comme la musique allemande dans Inglourious Basterds, un exemple parmi d'autres. La musique est utilisée comme contraste avec le rap qui a rien à voir dans un film de western et qui est pourtant sur une séquence très importante de Django. La musique de cinéma classique avec Ennio Morricone qui a fait toute la musique originale de The Hateful Eight, qui est absolument géniale. La musique qui est utilisée pour aussi faire une scène tout simplement de danse, et évidemment la plus célèbre étant Pulp Fiction. Mais vous avez aussi la lap dance dans Boulevard de la Mort, par exemple. Vous avez aussi les concerts, par exemple, dans Kill Bill, avec le fameux groupe The 5, 6, 7, 8, qui a littéralement une séquence gérée par une de leurs chansons quasiment en entier, si je dis pas de bêtises. Puis ils enchaînent avec une deuxième. Vous avez aussi la musique de radio pendant le fameux crash dans Boulevard de la Mort, etc., etc. Donc une utilisation de la musique souvent swing, qui a du swing, souvent des musiques qui ont vraiment de la danse en elles, qui sont physiques. Sans être forcément des musiques un peu, vous savez, avec le beat à... C'est pas aussi simple que ça. C'est des musiques qui ont de la finesse musicale et qui donnent envie au corps de bouger et qui sont utilisées, comme je viens de l'expliquer, de manière très très différente et très variée. On a aussi dans son style un sérieux goût pour l'expérimentation, avec notamment par exemple les bruitages dans Kill Bill. Je vous laisse découvrir comment.
Le récit dans les toilettes dans Reservoir Dogs, où on a le narrateur qui se retrouve sur le lieu de son récit, par exemple. Le film d'animation dans Kill Bill. Le film de plus de 4 heures que devait être Kill Bill à la base. Les plans longs sur un arrière de crâne pendant qu'un personnage parle et on voit jamais le contre-champ de son visage, l'autre côté de ce visage, etc., etc. Quasiment tous les films de Tarantino ont une, deux ou plusieurs idées de plans qu'on peut qualifier vraiment d'expérience en soi. Alors, voilà, c'est à peu près le style Tarantino. Il y a encore une fois des gens beaucoup plus pointus, qui maîtrisent beaucoup plus son style que moi, donc je vais pas me faire passer pour ce que je suis pas, mais je crois que grosso modo, j'ai résumé grosso modo les grandes lignes de son style. Après, il y a d'autres choses qui sont pour moi plus des épiphénomènes, sa fascination pour les pieds des femmes, le fait que c'est un grand fan de films de la black exploitation, qu'il en a vu énormément, donc des films qui étaient faits par les blacks pour les blacks, notamment, qui ont eu un pic notamment de succès dans les années 70 aux États-Unis. On voit beaucoup d'acteurs de ces périodes-là sont dans ces films. Donc oui, effectivement, il y a un autre élément aussi, c'est dans la black exploitation, il y avait beaucoup d'expérimentation, de choses comme ça, donc ça l'a beaucoup influencé. Il y a aussi dans les autres épiphénomènes le fait d'aller chercher des acteurs plus âgés qu'il a beaucoup aimé quand il était plus jeune et qu'il a fait tourner dans ses films, que ce soit David Carradine, Kurt Russell, John Travolta et autres, Pamela Grier, bref, plein. Le fait d'aller chercher des acteurs de casting très différents qu'on ne voit pas forcément dans des films-là, que ce soit Channing Tatum dans The Hateful Eight pour un tout petit rôle, mais pour un rôle tout de même où il est très bien. Je sais pas, j'ai pas forcément d'autres exemples. Peut-être Bruce Willis à l'époque de Pulp Fiction. Qu'il y aurait d'autres, Samuel L. Jackson qu'on n'avait pas vu dans ce registre-là. C'est vraiment lui qui l'a fait exploser, qui l'a fait devenir l'acteur très bankable qu'il est maintenant avec ses fameux motherfuckers. Bref, etc., etc. Le fait qu'il ait aussi souvent des castings féminins très variés, avec un stéréotype de femmes souvent très élancées, grandes comme ça dans les canons de notre époque, mais en même temps aussi une certaine fascination pour des actrices plus âgées, notamment comme Pamela Grier et autres, mais toujours des femmes qui renvoient un peu à un fantasme d'Hollywood que lui aime énormément et qui est très présent dans ses films. Le seul vrai contraste étant le personnage de Jennifer Jason Leigh dans le dernier Hateful Eight, mais Jennifer Jason Leigh est aussi une actrice qui avait l'habitude de jouer ça et qui a transformé sa carrière très fortement en faisant ça. Bref, donc il lui rendait hommage, on lui donnait un personnage qui quelque part lui ressemble dans ce qu'elle avait fait comme choix de carrière. Bref, tout ça pour dire. Et il y a aussi son grand amour de l'histoire du cinéma, d'Hollywood, du cinéma de genre, bref. Il y a beaucoup de choses qui font le style Tarantino, mais là, les derniers éléments que je vous ai donnés sont plus des épiphénomènes que réellement des éléments de style à proprement parler, ou qui sont, à mon avis, déterminants dans ce qui fait la singularité de son cinéma. Parce qu'il y a pas mal d'autres réalisateurs qui font ça, des références à la black exploitation, de l'expérimental, qui vont chercher des anciens acteurs et tout ça. C'est peut-être, et probablement pour beaucoup, Tarantino qui les a influencés. Je pourrais donner l'exemple de mon copain qui a réalisé La cabane au fond des bois, et de son dernier film qui me revient pas, Hôtel machin truc, voilà, ça me revient plus, c'est super, et pourtant j'aime beaucoup ce film, mais c'est pas grave, j'ai oublié de le prendre dans mes notes. Bref, vous avez compris un petit peu ce qui fait le style Tarantino. Donc, je vais pas faire un historique de la cinématographie de Tarantino, parce que, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Je vous ai donné grosso modo les grands axes de son style, on verra ensuite que c'est toujours présent 25 ans plus tard. Et oui, suspense. Ce qu'il faut retenir de sa filmographie, selon moi, c'est le film qu'il fait après Reservoir Dogs et qui s'appelle Reservoir Dogs et qui s'appelle Pulp Fiction. Et oui, un film sur des animaux marins. Oui, je sais, elle est très très drôle. Hashtag, mon humour est fascinant. Palme d'Or au Festival de Cannes 94, Pulp Fiction a surtout était un phénomène de société. Au moment où Hollywood entrait dans la période sombre des années 90, où le cinéma grand public se stéréotypait beaucoup, notamment avec les frères jumeaux Schwarzenegger-Stallone comme meilleur exemple, Pulp Fiction, avec sa narration certes déstructurée, mais surtout composée exclusivement en totalité de séquences cultes, de dialogues cultes, de punchlines cultes, de musique culte, et d'une violence populaire et comique culte, explose les cultes du grand public, je déconne, explose les attentes du grand public. Le film rencontre donc un succès critique et populaire qui vont le faire entrer dans la catégorie, des œuvres artistiques les plus influençantes, de la fin du XXe siècle. Influençante, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous avez compris l'idée. Il ne manquerait plus d'ailleurs qu'il fasse le café, et ce serait probablement devenu la nouvelle Bible, ce film-là. Tout ça pour dire que, depuis,
Tarantino est très attendu à chaque nouveau film. Depuis Pulp Fiction, il a eu des fortunes diverses, certes, succès et contre-performance au box-office, mais par contre, à mon sens, tous ces films sont très intéressants. Au minimum. Ce sont encore une fois, selon moi, tous d'excellents films. À voir absolument. Et donc, sortait dernièrement, Il était une fois à Hollywood, le dernier Tarantino. Et oui, c'est quand même extraordinaire quand un réalisateur, on commence à dire le dernier Scorsese, le dernier Tarantino, le dernier... comment il s'appelle encore? Brett Ratner, oui, personne ne dit ça. Bon bref, on s'en fout. Un film donc attendu, ce dernier Once Upon a Time à Hollywood, avec toujours autant de fébrilité que les précédents, mais aussi une œuvre forcément complexe, puisque le sujet central se présentait comme étant le moment où Sharon Tate avait rencontré la Manson Family. Et oui, hashtag histoire avec un grand H, hashtag Hollywood, hashtag massacre d'enfants, hashtag massacre de femmes enceintes, hashtag Game of Thrones n'avait rien inventé. Ouais, c'était dans la réalité tout ça, bref. Je vous le redis encore, mais pour expliquer mon point de vue, je vais devoir spoiler, donc allez voir ce film avant que je n'en parle. Ce serait trop triste de déflorer son intrigue, et vous ne voulez pas me rendre triste, n'est-ce pas? Bref, vous voilà prévenu. Le pitch. Ancienne star hollywoodienne dont l'étoile brille de moins en moins, Rick Dalton, accompagné de sa doublure cascade et accessoirement à tout faire, Cliff Booth, a rendez-vous avec un producteur qui pourrait relancer sa carrière. Et accessoirement, la maison de Rick Dalton se trouve juste à côté de celle d'un autre couple hollywoodien, Roman Polanski, et une certaine et jeune jolie femme, Sharon Tate. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez vu, donc on va spoiler. Oui, je sais, j'ai osé, on s'en fout. Je chanterai plus jamais, je vous le promets, à part dans les prochains génériques, et puis quand j'aurai envie de le faire, parce que en même temps, je fais un petit peu ce que je veux. Donc voilà, ceux qui sont pas contents, allez voir. Bref, je m'en doutais en allant voir Once Upon a Time, parce que j'avais vu Inglourious Basterds, que Tarantino n'allait pas respecter l'histoire avec un grand H. Je dirais même plus, il allait se faire un devoir de ne pas respecter l'histoire. Et dans le même temps, je savais qu'il allait utiliser l'histoire pour me mettre en tension, oh oui, Tarantino Quentin, mets-moi en tension, bref, excusez-moi. Et dans le même temps, je savais qu'il allait utiliser l'histoire pour mettre en tension son récit. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas d'aller lire les livres d'histoire, de biographie sur Sharon Tate. On se calme, c'est bien plus malin que ça. Je m'explique. En prenant comme toile de fond l'histoire de Sharon Tate et de la famille Manson, Tarantino met le spectateur face à la réalité. Sharon Tate a été massacrée par des membres de la Manson Family alors qu'elle était enceinte. Ça, c'est la vraie histoire. De facto, le spectateur, moi, vous, on est mis en attente d'un destin inéluctable. Pour beaucoup innommable d'ailleurs, que le film nous promet habilement et assez rapidement. Cette attente sous-tend tout le film et crée une sensation constante de léger malaise, sous forme de questions lancinantes en quelque sorte, genre ça va se passer quand, comment, pourquoi. Même si on connaît l'histoire, on sait que le film va légèrement l'adapter au pire des cas, donc on est toujours un petit peu quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, pourquoi ça va arriver, pourquoi on nous raconte ça avant que ça arrive. Et on se dit que d'une manière ou d'une autre, le film va y répondre. Mais ça, ce n'est vrai que si on connaît l'histoire de Sharon Tate. Parce que oui, pour finalement plusieurs personnes que je côtoie, et notamment les plus jeunes, Sharon Tate, Sharon Stone, Ariel Sharon, c'est un peu la même chose tout ça. Hein. Comment ça je suis en train de dire que les jeunes sont stupides. Mais pas du tout, voyons. Je dis juste qu'ils sont ignorants, enfin. Évidemment, je rigole. Mais je pense, sans trop me tromper, qu'une partie non négligeable du grand public ignore l'histoire de Sharon Tate. Et là, malheureusement, la tension du film va chuter de facto. De facto, ça veut dire de ce fait. Hein. Oui, hashtag j'apprends des choses très intéressantes, hashtag un mec qui parle trop, tellement intelligent. Hashtag ferme ta gueule et enchaîne. Bref. Tarantino avait utilisé le même procédé à l'époque pour Inglourious Basterds, en choisissant d'implanter son histoire dans une France occupée par les nazis, comme il le dit très bien, in a Nazi-occupied France. Mais la grande différence est que la Seconde Guerre mondiale et le nazisme sont beaucoup plus enseignés dans nos écoles que l'histoire d'Hollywood, et notamment Sharon Tate.
Oui, enfin, je veux dire, je suis triste pour toi, Quentin, mais c'est une réalité. Enfin, je veux dire, l'histoire du nazisme. Non, parce que j'ai dit que le nazisme était enseigné dans nos écoles. Non, enfin, quoique... Les gens ont bien voté République En Marche, alors pourquoi pas le nazisme? Je rigole! Pose ce flingue, ok, calme-toi, je blaguais, j'ai rien à dire sur la politique, je ferme ma bouche. Bref, vous avez capté le truc. Il y aura donc, à mon avis, deux publics devant Once Upon a Time. Ceux qui savent, les vrais, hein, comme on dit, la famille, la beste, tout ça, alhamdoulilah, et ceux qui ne savent pas, hein, les ignorants, hein, les imbéciles, non je déconne, ceux qui tout simplement connaissent pas cette histoire évidemment, et qui vont probablement passer un moment du film à se demander pourquoi on suit cette Sharon Tate de loin, si elle ne finit jamais vraiment dans l'histoire de Rick et Cliff. Alors on se doute qu'elle va y finir d'une certaine manière, mais pourquoi faire? Ce public, à mon avis, risque de s'ennuyer un tantinet, et oui... tout aussi rythmée et bien écrite qu'est l'histoire de Rick et Cliff, ça n'en reste pas moins, pour une grande partie de l'histoire, un acteur qui refuse de devenir has-been, avec ses petites angoisses d'artiste, acteur à base d'alcool, de clopes et autres stupéfiants. Rien de très excitant en soi, qu'on ait déjà vu des tas de fois. Hein. Heureusement, je le dis tout de suite, que l'écriture de Tarantino fait des merveilles ici, parce que, encore une fois, même pour ce spectateur qui va comprendre que Sharon Tate est a priori en danger au fur et à mesure du film, parce que le film est bien fait, les séquences cool et fun vont tout de même s'enchaîner. Avec toujours chez Tarantino un sens du fun, de l'humour et du cool qui est omniprésent. Le type a 53 ans, il est 100 fois plus jeune que moi. Mais alors 100 fois. Hein. Alors, et je pense que beaucoup de réalisateurs de gros films, contrairement à moi, puisque moi vous me connaissez maintenant, je suis un réalisateur... comment dire, Playmobil dans son évier, hein, quand on n'est pas produit, on est réalisateur de mes fesses, comme on dit chez moi. Mais même les réalisateurs qui font des films et qui sortent au cinéma, ainsi de suite, devraient avoir cette sensation que Tarantino est beaucoup plus jeune qu'eux. C'est quand même impressionnant. Oui, pour ceux qui se posaient la question, je suis très vieux. #momie. Et c'est vraiment subtil en plus dans le style Tarantino. Dans les dialogues, j'adore ce qu'il fait et je trouve que ça fonctionne, c'est assez impressionnant. Notamment par exemple, encore une fois vous l'avez vu le film, hein, je spoil, hein, le dialogue entre le producteur qui est joué par Pacino et Rick sur sa carrière, c'est juste excellent, hein. On ressent vraiment la manipulation du producteur, mais aussi la détresse de Rick, c'est impeccable. Quand on sort, on comprend pourquoi il est choqué, il est un peu ridicule, mais on comprend qu'il soit troublé par ce que ce producteur vient de lui dire. Ou encore l'autre exemple du dialogue entre Cliff et Pussycat dans la voiture, vous savez, la jeune femme qui prend en pouce, là, qui fait partie de la secte Manson, qui est excellemment interprétée d'ailleurs par Margaret Qualley, qui est vraiment excellente dans le rôle. Quand Cliff repousse ses avances graveleuses en faisant monter de facto la tension sur le mystère autour de la communauté où elle vit, enfin, c'est brillant, ça marche très très bien. Et toute la séquence ensuite où Cliff demande à rencontrer le fameux vieux chez qui soi-disant ils empruntent les maisons et le domaine où il a tourné lui à l'époque, tout ça, on pense vraiment qu'il va se faire massacrer. C'est vraiment une séquence brillante qui en plus, la révélation du fait que ce qu'on lui a dit était absolument vrai, fonctionne encore mieux parce que ça donne à Cliff un côté violent et très, irrespectueux, qui est quand même assez génial. Nous, on se méfie énormément parce qu'encore une fois, on connaît l'histoire de la Manson Family, et même quand on la connaît pas, cette communauté est flippante et bizarre. Il y a un côté hippie, mais en même temps, toujours avec des gens qui te laissent des regards bizarres. Enfin, c'est simplement fait, hein. C'est pas non plus de la grande invention de cinéma, mais c'est juste impeccablement fait. Alors bien sûr, il n'y a pas que les dialogues et l'intelligence cinématographique de Tarantino, il y a aussi l'interprétation qui aide énormément l'excellent script. Mais on reconnaît aussi là l'une des grandes forces de Tarantino, hein, le rapport très juste qu'il a avec ses acteurs. Il les dirige vraiment super bien, on sent vraiment qu'il a un très beau rapport avec ses acteurs. Alors bon, pour la petite parenthèse, sauf quand il harcèle Uma Thurman pendant le tournage de Kill Bill, mais ça, je vous le raconterai dans un nouvel épisode de Crime sexuel à Hollywood. Je ferme la parenthèse, on en parlera à l'occasion quand je parlerai de Kill Bill, ça viendra en vidéo. Bref, j'adore Kill Bill, donc on parlera aussi du cas Uma Thurman, Tarantino et mon copain Harvey Weinstein, ouais, mon copain, bref, mon grand pote, hashtag je l'aime beaucoup, hashtag amour, hashtag un homme formidable avec les femmes, bref. Donc, le casting, la gestion du casting de Tarantino est très très bonne, et son casting est excellent, et pour moi en tête, il y a Brad Pitt à mettre dans le rôle de Cliff, en ancien soldat qui aurait tué sa femme par accident, en quelque sorte, on ne sait pas trop, dans le rôle d'un mec dur, qui se colle à Rick par pitié d'une certaine manière, parce que Rick lui fait un peu pitié,
mais aussi pour lui-même, parce que il est un peu perdu. Je trouve Brad Pitt en fait peu, mais je le trouve génial, il est excellent dans le rôle. Évidemment, DiCaprio est génial, ce type sait tout faire, c'est juste pas possible, quoi. C'est n'importe quoi au bout d'un moment. Dans le rôle de cet acteur has-been, il y a toutes ces séquences où il rate ses répliques et il redemande line et tout ça, il demande à ce qu'on lui redonne sa réplique et tout, mais il est excellent, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Margot Robbie est bien, mais elle est finalement peu sollicitée. C'est quelque part étrange, mais elle est bien pour le peu le moment-là, parce que oui, j'ai digressé, excusez-moi, mais tout ça aide beaucoup à faire passer, pour notre spectateur qui ne connaît pas Sharon Tate, un bon, voire un très bon moment malgré tout. Nonobstant, il me semble que ce spectateur ratera par définition quelque chose du message du film, s'il en reste au film sans se renseigner plus avant sur cette histoire. Au final, il aura vu une histoire un peu décalée d'acteur has-been et de son boy confronté, confronté après un long passage de vie à une bande de forcenés, qu'ils vont finir par éclater, the end. C'était vraiment très intéressant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut... Il va manquer quelque chose, dans l'appréhension de ce personnage qui ne connaît pas l'histoire de Sharon Tate. Je pense que, sans connaître cette trahison, entre guillemets, de l'histoire, avec un grand H, qui est en fait une réparation de la réalité, mais je vais développer là-dessus après, on passe quand même à côté, je pense, de beaucoup de ce que le film porte. Selon moi, il y a vraiment chez Tarantino, dans ce film en particulier, un désir de réécrire l'inacceptable. Le meurtre de Sharon Tate, enceinte jusqu'aux dents, par une tribu pseudo-sataniste, mais en fait manipulée par son gourou à des fins complètement médiatiques. C'est un symbole de vraie décadence de notre époque, d'une certaine manière. Un pinacle du désespoir contemporain ambiant, je dirais même. Un meurtre particulièrement sadique pour des questions d'image et de renommée. Vous voyez, le meurtre de la femme enceinte, vraiment, pour des choses aussi artificielles que la renommée, la gloire et ce genre de conneries. Je trouve que Tarantino fait avec Once Upon a Time in Hollywood un vrai travail cathartique, certes. La violence de la fin du film que subissent les assaillants est clairement une vengeance contre les meurtriers et leurs symboles. Je veux dire, le mec se fait émasculer par le chien, on a le droit de l'émasculation, on a le droit à un massacre de visage à coups de briques, ou plutôt de tête contre les briques, de boîtes de conserve dans la tronche, ou de chiens qui mastiquent le visage. Le film finit même par nettoyer par le feu l'un des assaillants. Et je trouve que vraiment, en termes de symbole, il s'agit vraiment d'une tentative régressive, certes, d'effacer de l'histoire les meurtriers, les fautifs, et donc, par comparaison, de donner une seconde vie aux victimes, particulièrement Sharon Tate, notamment avec toutes ces séquences où on la voit simplement vivre. Aller voir son film au cinéma, se promener, enfin... Séquences qui peuvent paraître vides, mais qui, en termes d'histoire avec un grand H, sont assez géniales. Il y a chez Tarantino, je trouve, une certitude que le cinéma est aussi un outil de guérison. C'était déjà présent dans Inglourious Basterds, mais c'était plus subtil, voire même plus ambigu, et j'en parlerai dans une vidéo qui lui sera consacrée, promis. Parce que j'adore Inglourious Basterds, c'est un chef-d'œuvre absolu, j'en parlerai en détail. Bref. Et en plus, vous avez vachement envie de me voir parler de ce film, je sais très très bien. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Bref, personnellement, j'aime cette capacité de Tarantino à croire que le cinéma peut guérir. Honnêtement, j'y crois aussi. Encore une fois, mais bon, encore faut-il... avoir subi la blessure de l'histoire d'une certaine manière, avoir subi cette chose horrible à l'époque ou après. Sinon, ce film risque, je pense, de paraître un peu vain. Parce que, encore une fois, c'est comme je disais avant, c'est l'histoire d'un acteur, bon voilà, qui est confronté à des assassins, bon voilà, puis il les éclate. The End, c'était très très intéressant. La suite des actualités tout de suite. Vous voyez, s'il manque le poids de l'histoire avec un grand H derrière, c'est problématique, je pense, pour percevoir toute la profondeur du film. D'autre part, j'aimerais vite faire un petit point sur la polémique qui a entouré, c'est un petit peu à côté du film, mais je trouve que ça, après ce que je viens de vous expliquer, vous allez comprendre. D'autre part, j'aimerais vite revenir donc sur la polémique qui a entouré l'apparition du personnage de Bruce Lee. Oui, il se trouve que la fille de Bruce Lee, je crois que c'est sa fille, hein, a déclaré que la séquence où on voit Bruce Lee dans le film, donc qui se bat avec, gentiment, qui fait un friendly fight avec Cliff Booth, était irrespectueuse de ce que son père était, du vrai Bruce Lee. Le personnage étant dépeint comme vantard, prétentieux et arrogant, sans compter pour la petite parenthèse qu'il finit par être quelque part vaincu par le personnage de Brad Pitt.
Alors d'un côté, je peux comprendre la critique de sa fille. Si elle ne connaît pas l'histoire de Sharon Tate, ce dont je doute étant donné qu'elle est elle-même issue d'une famille hollywoodienne, mais imaginons, elle a pu pas passer à côté du faux vrai que crée Tarantino. En fait, Tarantino, il faut que je m'explique. Tarantino, c'est dès le départ qu'il va raconter une réalité, entre guillemets, alternative, à partir du moment où il sauvera Sharon Tate. Ou plutôt, pour moi, c'est plus qu'il punira ses agresseurs. Donc, à partir de ça, toutes les extravagances vraisemblables lui sont permises. C'est-à-dire que tant qu'il est plausible qu'un personnage, une situation, un objet ait existé à cette époque, il peut le convoquer et en faire un peu ce qu'il veut. Par exemple, j'ai lu dans un des goofs sur le film, qui en fait n'est pas un goof du tout, je pense vraiment que Tarantino a fait exprès. Il peut mettre sur des affiches de films de cette époque-là, de cette année-là, qu'un film est sorti et en étant indiqué classé PG-13, je crois, ou un truc comme ça, interdit, ça veut dire interdit au moins de 13 ans non accompagné, alors que ce classement n'a été mis en place que 2 ans après le film dans la réalité. Vous voyez, ils peuvent se permettre des torsions comme ça de la réalité. Et donc, par morceaux, comme des indices laissés ça et là, Tarantino trahit la réalité. Et dans le cas de la séquence avec Bruce Lee, il nous le montre en fait assez clairement qu'il ne s'agit pas du vrai Bruce Lee en fait. Déjà, Bruce Lee qui se vante d'être un combattant véritable au milieu d'un parterre de cascadeurs est très 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 improbable. Il était connu pour être un mec très humble sur ses tournages, et notamment avec ses cascadeurs. Sans compter qu'à l'époque de la série du Front Long Vert, où se situe la scène du film, et oui, on est bien dans le Tarantino's World, hein. Restez concentrés s'il vous plaît, hein. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais bon, non je déconne, mais vous avez compris l'idée de réalité alternative qu'il aime créer. Donc, à l'époque du Front Long Vert, la star, c'est Van Williams, le Frelon Vert. C'est pas Bruce Lee, c'est pas Kato, qui est le copain de Van Williams. C'est un élément important de la série et du côté fun de la série, mais c'est pas lui la star. La star, c'est le Frelon Vert. C'était le premier grand rôle d'ailleurs à Hollywood pour Bruce Lee, un acteur asiatique, aux États-Unis, en 1966. Vous avez compris l'idée. Donc, les caprices de star, c'est encore plus improbable. Pour la petite parenthèse sur l'histoire de Bruce Lee, il faut savoir que la fameuse série qui a fait connaître David Carradine à l'époque, qui s'appelait Kung Fu, était une idée que Bruce Lee avait eue avec un producteur, et le producteur n'a pas osé mettre un acteur asiatique dans une série en lead cast, en acteur principal d'une série télé américaine, parce qu'il pensait que le public ne suivrait pas. Bruce Lee a très mal vécu ça, d'ailleurs, pour la petite parenthèse. Donc c'est pour vous dire à quel point Bruce Lee pouvait difficilement la ramener et jouer la star. Donc tout ça, toutes ces séquences, est très improbable. Et pour enfoncer le clou, on entend Bruce Lee faire ces fameux bruits de voix qui ont fait sa renommée mondiale. Enfin, vous comprenez le délire. Je suis un excellent acteur, hein. Hashtag donnez-moi un César. Donnez-moi un Oscar et un Golden Globe, voyons. Bref, tous ces fameux bruits de voix qui ont fait sa notoriété mondiale et qui sont devenus typiques de ces films. Or, justement, ces sons étaient rajoutés à la bande-son. Bruce Lee ne faisait pas du tout ce genre de bruit. Il n'a jamais fait ce genre de bruit en combattant, ni rien. C'était une invention du cinéma de Hong Kong sur lui qui est devenue sa marque de fabrique cinématographique. Et vous allez me dire, et donc c'est pas... C'est plein d'éléments que Tarantino laisse pour dire c'est pas le vrai Bruce Lee. Ça n'a jamais été censé être le vrai Bruce Lee. À la limite, c'est peut-être Bryce Lee, ou Jean-Bernard Lee, ou au-dessus du lit, mais certainement pas Bruce. Oui, je sais, hashtag mon humour fascinant. Bref, Tarantino a une énorme culture du cinéma. Il connaît tous les éléments dont je viens de vous parler. Donc, en proposant un Bruce Lee aussi irréaliste, son objectif était justement de dire « Ce n'est pas le vrai Bruce Lee. Ce faux Bruce Lee permet de créer une séquence fun fantasmée où Cliff, ou plutôt Brad Pitt, une icône moderne, bat Bruce Lee, une légende, pour préparer le spectateur au fait qu'il est prêt à affronter les gars du gang, et pour lui donner une sorte de stature mythologique. » Et ensuite, cette séquence affirme une bonne fois au milieu du film qu'il ne s'agit pas de la réalité. Donc que le personnage de Brad Pitt est très fort, et va donc éclater la Manson Family à juste titre. Donc que le film peut tout se permettre. Et c'est quelque part triste que la propre fille de Bruce Lee n'ait pas perçu un tel degré d'écart avec la réalité. Ou alors, elle l'a complètement compris, mais ça lui a permis de se faire de la pub. Non, ils sont pas comme ça, Hollywood.
C'est des entertainers Hollywood, c'est des gentils. Hein. Ils font jamais de la manipulation, voyons. Qu'est-ce que je peux raconter comme bêtise, moi, comme si qu'ils faisaient de la manipulation politique et qu'ils avaient imposé au monde entier des canons esthétiques de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, des héros qui sont dans le monde entier, tous caucasiens, blonds, aux yeux bleus. Non, pas du tout, y a pas. Hollywood, c'est pas comme ça. Bref. Concluons donc, si vous le voulez bien. Ça fait bien assez longtemps que je parle. Ah, attendez, non, parce que là, j'ai envie de conclure tout de suite, mais en même temps... Je tiens à le dire encore, il y a les différents éléments que j'ai donnés au début, les séquences sont longues, les dialogues sont longs, il y a ces fameuses musiques funky dansantes, mais c'est génial, ça fonctionne à un point. Il y a un sens du découpage, du montage et de la tension des séquences qui est encore une fois ici brillante. Évidemment, ce film est exceptionnel. Concluons donc sur cette conclusion, Once Upon a Time. Alors, Tarantino, tout simplement, ça rime décidément avec excellence. Ce film est fun, ce film est drôle, ce film est violent, ce film est puissant sur son fond. Ce mec est un génie. Si on connaît l'histoire de Sharon Tate, parce que oui, le gros bémol se situe là. Sharon Tate, Hollywood, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale et les nazis. Mine de rien, ce film risque de survoler une partie non négligeable du public international. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ce film est en cela... ou plutôt avec la connaissance même superficielle que je possède de l'affaire Sharon Tate, un extraordinaire pansement. Une très belle manière que peut avoir le 7e art de soigner, soulager un peu les blessures de la réalité. Je pense même qu'il nous faudrait plus de films comme ça, qui joueraient avec la réalité des faits pour rendre honneur aux victimes, et plus aux assassins. Personnellement, je remercierai jamais assez Tarantino de nous apporter cette potion magique de cinéma. Le cinéma médicament. C'est brillantissime. Je sais qu'il y a d'autres films qui le font, mais la nuance où va Tarantino, c'est cette frontière où il va dans le faux vrai, que lui joue énormément et joue à fond, ça nous fait du bien. C'est drôle, c'est libre, et ça met réellement sur ça utilise l'attention de la réalité, tout en disant on peut guérir des choses au cinéma, on peut utiliser cet effet placebo, pas seulement pour utiliser une violence cathartique, pour s'énerver, pour expulser de la colère, mais aussi pour se rassurer, se rasséréner, mettre un peu de bien-être dans les gens, qui soit pas du bien-être constamment basé sur le défoulement, mais aussi sur le fait de ça va pas si mal. On peut, quelque part, gagner face à l'innommable, au moins dans la fiction. Et je trouve ça superbe en quelque sorte. Parce que lui, encore une fois, il y a plein de films qui font ça. Mais lui, il utilise cette tension du réel, cette tension de ce qui est réellement arrivé, pour légèrement transformer notre sensation dessus. Et ça, c'est très très fort. C'est dans ce sens-là que j'entends un cinéma médicament. Bien sûr, n'hésitez-moi à me dire ce que vous en avez pensé, si je ne me suis pas bien exprimé sur le sujet. Mais je pense que je l'ai développé assez à cet endroit-là. Bien sûr, il y a certainement beaucoup d'autres choses à analyser sur ce film, comme sur tous les films de Tarantino. Mais je pense avoir traité, grosso modo, les axes principaux qui m'ont paru intéressants dans ce film. Alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de Quentin, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et je serais très curieux de connaître votre avis sur ce film ou sur ce que j'ai pu en dire. Merci beaucoup pour votre écoute, c'est très très cool, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine, c'est un vrai bonheur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est les commentaires qui m'intéressent le plus. N'hésitez pas bien sûr à aider la chaîne si vous le voulez, liker, disliker si vous voulez, il n'y a aucun problème, partager, Facebooker, Twitterer, Instagrammer et tout le tout team. N'hésitez pas, vous pouvez aussi m'envoyer des messages en message personnel. Je suis très 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 content des différents retours que j'ai eu dernièrement, ça me motive énormément. Merci beaucoup à tous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.